Je commence aujourd'hui le cours numéro 1 du cours de maîtrise consacré à la notion de jeu de langage chez Ludwig Wittgenstein. Je vous indique que ce cours sera assorti de 2 ou 3 pages de polycopiés sur lesquelles j'indiquerai une bibliographie et je vais donc tout de suite situer le cahier bleu qui est l'œuvre sur laquelle je m'appuierai principalement dans ce cours dans l'ensemble des œuvres de Wittgenstein. Ceux d'entre vous qui connaissent déjà l'œuvre du grand philosophe autrichien savent qu'il est convenu depuis déjà de très nombreuses années de parler de 2 philosophies de Wittgenstein. La première philosophie, celle du Tractatus Logico-Philosophicus, qui serait une philosophie proche du positivisme logique et qui est l'œuvre que Russell a tant admirée et qui lui a fait dire que Wittgenstein était l'un des plus grands logiciens de l'histoire de la logique, et un philosophe de toute première importance. Et puis une seconde philosophie, dont l'œuvre la plus souvent citée est les Investigations philosophiques, qui ont été publiées en 1951, mais qui ont été écrites beaucoup plus tôt. Et dans cette deuxième œuvre, Wittgenstein aurait renoncé à la vision logiciste du monde qui était la sienne dans le Tractatus et se serait attaché d'abord à l'étude du langage ordinaire. Je n'ai pas la prétention, dans un cours de maîtrise, de traiter en détail la question des rapports entre la première et la seconde philosophie de Wittgenstein, ni non plus d'essayer de déterminer s'il a autant rejeté la philosophie du Tractatus que certains commentateurs ont bien voulu le dire. Je voudrais plutôt m'attacher à l'étude de la manière dont Wittgenstein aborde le langage ordinaire et en particulier de ce concept de jeu de langage qui a connu une fortune considérable, non seulement dans la philosophie anglo-saxonne, puis dans la philosophie tout court, mais aussi dans les sciences humaines, puisqu'un psychiatre aussi important que Thomas Szasz, par exemple, j'appelle ce nom, Szasz est un homme d'origine hongroise, et le nom a une orthographe assez compliquée, S-Z-A-S-Z, Thomas Szasz donc, qui est à l'origine d'un des principaux courants de ce qu'on a appelé dans les années 60 l'antipsychiatrie, fait un grand usage de la notion de jeu de langage, comme on peut le voir dans les 2 ouvrages de lui qui ont été publiés dans la petite bibliothèque de Poche-Payot, Le péché second et Hérésie, au pluriel. Pour lui, on sait que Thomas Szasz a insisté sur le fait que la maladie mentale n'existe pas. C'est une formule qui est frappante et qui a été retenue et qui signifie qu'on ne peut pas parler de la schizophrénie comme on peut parler de la tuberculose. On ne peut pas isoler un agent vivant qui serait à l'origine de cette maladie. La schizophrénie n'est pas une maladie, c'est un mode de comportement, une structure de personnalité qui résulte pour Thomas Szasz d'un jeu de langage qui se déroule entre le patient et son psychiatre et qui fait que le second dévalorise le premier et l'enferme au nom d'une maladie qui n'existe en fait que dans son imagination et parce que le patient est censé avoir violé quelques règles sociales. J'ajouterai, pour que ce soit peut-être plus facile de comprendre l'origine de cette idée de Thomas Szasz, que Szasz était hongrois, qu'il a quitté la Hongrie après l'invasion de celle-ci par les troupes russes en 1956, et qu'on sait qu'à l'époque, les dissidents étaient le plus souvent mis en asile psychiatrique et qualifiés de schizophrènes, alors que leur seule anomalie, je dirais, c'était de ne pas partager les idées dominantes. Et on voit bien en quel sens alors Szasz a pu faire usage du concept de jeu de langage proposé et fondé par Wittgenstein. C'est donc là-dessus que je vais surtout centrer mon cours. Alors, ce concept, on le trouve à l'œuvre dans les Investigations philosophiques, mais il a été proposé d'abord par Wittgenstein dans 2 cahiers. Ces 2 cahiers s'intitulent le cahier bleu et le cahier brun. Ils ont été publiés en traduction française chez Gallimard, dans une traduction de Guy Durand, dans les années 1950, en 1958 très exactement, et Gallimard a réédité constamment depuis ces 2 cahiers. Ces 2 cahiers ont été dictés aux élèves, ils sont remplis du contenu de cours que Wittgenstein a fait à Cambridge, l'un pour le cahier bleu en 1933-1934 et l'autre pour le cahier brun en 1934-1935. Et ils doivent leur nom tout simplement au fait que Wittgenstein avait mis ses notes sur des cahiers
et que ces cahiers, l'un avait une couverture bleue, l'autre avait une couverture brune. Le cahier bleu, il l'a dicté à ses élèves en 33-34. Le cahier brun, il l'a dicté à deux de ses amis, Alice Ambrose, A-M-B-R-O-S-E, qui est devenue l'une des philosophes wittgensteiniennes les plus connues, après la mort de Wittgenstein en 1951, et Francis Skinner, S-K-I-2-N-E-R. Alors, nous allons donc partir du cahier bleu, et ce que je voudrais d'abord indiquer, c'est au fond quel est le type de question que se pose Wittgenstein dans ce cahier, comme d'ailleurs dans le cahier brun, et ultérieurement dans les investigations philosophiques. D'abord, rappelons que Wittgenstein est un héritier de ce que Michael Dummett, qui est l'un des grands philosophes britanniques contemporains, Dummett, ça s'écrit D-U-2-M-E-2-T, a appelé le tournant linguistique, formule qu'il a mise au point en commentant Frege, le grand logicien et philosophe allemand de la fin du siècle dernier et du début de notre siècle. Dans un livre dont je vous recommande vivement la lecture, qui a été traduit en français et qui s'appelle Les origines de la philosophie analytique, ça a été traduit chez Gallimard en 1991, Michael Dummett caractérise ainsi le tournant linguistique qui a été opéré selon lui par Frege et qui a en fait donné naissance à la philosophie analytique. Le tournant linguistique, c'est celui qui consiste à penser que pour répondre aux questions classiques de la philosophie, et en particulier à la question de savoir ce que c'est que la pensée, il fallait d'abord passer par une analyse du langage. Et Frege est à l'origine du tournant linguistique qui sera illustré par toute la philosophie analytique et notamment par l'un de ses pairs, Ludwig Wittgenstein, dont on sait que Frege a été avec Russell l'une de ses influences essentielles et influence qu'il n'a jamais reniée. Donc, aborder les problèmes de la pensée à partir d'une analyse du langage. Il faut se rappeler cela quand on aborde ces deux cahiers bleus et bruns, car Wittgenstein, effectivement, se pose entre autres dans ces cahiers la question de savoir qu'est-ce que c'est que la pensée. Mais pour y répondre, au lieu d'essayer, comme Descartes l'avait fait, d'isoler une substance pensante qui serait distincte de la substance étendue, le corps, et qu'il s'agirait d'essayer de décrire, et de décrire ces expériences premières telles que celle du cogito, Wittgenstein estime au contraire qu'on ne peut répondre à cette question en faisant l'économie d'une analyse de ce par quoi la pensée s'exprime, c'est-à-dire le langage, l'analyse logique en particulier des phrases de notre langage quotidien. De ce point de vue, le cahier bleu, d'ailleurs, commence par la question « qu'est-ce que le sens d'un mot ?» Et cette question nous renvoie à une autre expression de Frege qu'il est nécessaire d'introduire au début de ce cours, qui est l'expression d'analyse du contexte. On sait en effet que pour Frege, quand une proposition a un sens, et une proposition c'est toute phrase à qui on peut décerner une valeur de vérité, au sens logique du terme, c'est-à-dire la valeur vraie ou la valeur faux, eh bien, quand une proposition a un sens, les éléments qui la constituent ont un contenu. C'est-à-dire qu'on peut parler du nombre, par exemple, à partir du moment, en donnant un contenu à cette notion, à partir du moment où le mot nombre est pris dans une phrase qui a une valeur de vérité, dans une proposition. Et c'est donc l'analyse du contexte qui permet de saisir si un mot a un contenu ou non, a une signification ou non. Ça vous explique donc cette notion frégéenne d'analyse du contexte, pourquoi Wittgenstein, qui se pose la question de la nature de la pensée et de ses liens aussi avec le langage, avec le corps, avec les gestes que nous faisons pour pouvoir parler, eh bien, ou d'ailleurs les expressions de visage que nous avons pour exprimer un sentiment, eh bien, Wittgenstein va donc aussi s'interroger sur le sens du mot, qu'est-ce que cela veut dire, et aussi essayer de répondre à cette question en analysant le contexte, c'est-à-dire la proposition dans laquelle le mot se trouve inclus. Voilà donc une première série de questions qui intéressent Wittgenstein. La critique du dualisme cartésien, donc, est aussi un des thèmes majeurs des deux cahiers. Wittgenstein ne croit pas qu'il faille substantialiser la pensée, qu'il faille même d'ailleurs la définir, il faut bien plutôt la décrire, et sur ce point il est très opposé à ce qu'il est convenu d'appeler le cartésianisme. Je ne parle pas spécialement de Descartes lui-même, mais de ce que les anglo-saxons appellent le cartésianisme, et il désigne sous ce vocable toute philosophie dualiste faisant de la pensée une substance totalement distincte du corps,
qui serait une autre substance. De ce point de vue d'ailleurs, Ryle, dans The Concept of Mind, ouvrage célèbre de la philosophie analytique et qui est paru en 1949, comme John Austin, avec ses fameuses conférences How to do things with words, comment faire des choses avec les mots, traduites en français sous le titre Qu'en dire, c'est faire, apparaîtront comme marqués par l'influence de Wittgenstein et à travers lui de Frege. Wittgenstein va critiquer le dualisme cartésien, en particulier en s'interrogeant sur la notion de solipsisme et sur le problème de savoir si ça aurait un sens pour le philosophe d'affirmer que la seule vérité dont il est certain, c'est de celle de son existence en tant que pensée. La critique du solipsisme occupe une place importante dans la philosophie de Wittgenstein. On en trouve des traces dans le Cahier bleu. Elle sera surtout développée dans les investigations philosophiques. Nouveau thème que je tiens à dégager avant de prendre quelques passages pour entrer dans le commentaire plus détaillé, c'est le rapprochement qu'il convient d'opérer à certains égards entre la philosophie du langage de Wittgenstein et le behaviorisme, ce mouvement de psychologie expérimentale créé par John Watson au début de notre siècle. Watson, ça s'écrit W-A-T-S-O-N. Non que Wittgenstein soit un behavioriste au sens strict. On sait que le behaviorisme, ça consiste à vouloir faire de la psychologie une science exacte et donc de remplacer l'objet classique de la psychologie qui, pour les gens du XIXe siècle, était l'âme, l'étude de l'âme, par l'étude du comportement, défini par Watson comme tout comportement somatique extérieurement observable. C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir sur ce qui se passe en soi quand on essaie de résoudre un problème logique important, par exemple, comme le faisaient les psychologues de la fin du siècle dernier, il convient d'étudier le comportement, mettons, d'un animal lorsqu'il est affamé, et ce comportement, il sera extérieurement visible par justement les essais que fera l'animal s'il est placé dans un environnement où se trouve placée aussi de la nourriture qui lui convient, pour atteindre cette nourriture, pour éviter les dangers qui pourraient l'empêcher d'atteindre cette nourriture. Et en même temps, Watson ne réduit pas le comportement à ce qui est observable par l'œil humain, mais il y a des comportements externes. Si je lève la main, tout le monde situé dans la même pièce peut le voir, mais il y a des comportements internes, tels que les comportements viscéraux ou glandulaires, qui sont observables à l'aide soit d'instruments de mesure, soit de différentes radiographies ou photos, etc. Donc, c'est cela que Watson appelle le comportement. Quelque chose, c'est du domaine du somatique, qui est extérieurement observable, qui est provoqué par un stimulus et qui conduit l'organisme à une réponse. Alors, Wittgenstein n'a pas défendu un behaviorisme strict, mais lorsque il réfléchit sur ce que sont les sentiments, par exemple, sur qu'est-ce que c'est que certaines attitudes telles que l'attitude d'attente, il y a un texte important dans le Cahier bleu à ce sujet, quelqu'un qui en attend un autre, eh bien il va essayer, plutôt que de créer des entités dont il ne pourrait pas montrer qu'ils sont nécessaires ou qu'elles sont nécessaires pour l'explication, il va essayer de décrire ce que nous entendons par le mot attente lorsque nous l'utilisons dans notre langage. Et il y a de ce point de vue-là, au moins par cette attitude descriptive, et non pas de recherche des essences, quelque chose qui le rapproche du behaviorisme, au moins au sens large, c'est-à-dire de l'ensemble du mouvement d'idées qui a été créé par le manifeste de Watson, insistant pour que la psychologie prenne pour objet le comportement somatique. Alors, voilà déjà, je crois, un certain nombre de thèmes fondamentaux des deux cahiers que je voulais vraiment dégager avant de suivre le texte de plus près. Maintenant, si vous le voulez bien, je vais commencer à expliquer un passage du début du Cahier bleu. Mon édition de référence est l'édition Les Essais NRF Gallimard, traduit donc par Guy Durand, avec une postface de Norman Malcolm, qui est en fait un essai sur Wittgenstein, et une préface de Jean Val. Mon édition date de 1965. J'espère que la pagination est restée la même dans les éditions plus récentes, mais de toute façon, je commente ici un texte de la page 1 du Cahier bleu. Alors je lis, et ensuite je commenterai les points qui me paraissent devoir être mis en exergue. Wittgenstein écrit « Qu'est-ce que le sens d'un mot ?» Commençons d'abord par nous demander ce que peut être l'explication du sens d'un mot. À quoi peut-elle ressembler? Cela nous aidera.
De même que la question « Comment mesure-t-on une longueur ?» nous aide à comprendre ce qu'est la longueur. Qu'on nous pose des questions telles que « Qu'est-ce que la distance ? Qu'est-ce que le sens ? Qu'est-ce que l'unité ?» et nous demeurons bouche bée. Nous sentons qu'il faudrait définir et désigner, et nous en sommes incapables. Et il met entre parenthèses, nous sommes en présence d'une des principales causes de la confusion philosophique, essayer, derrière le substantif, de trouver la substance. Fin de parenthèse, fin de citation. Alors, vous voyez donc, c'est significatif que la première question qu'il pose dans le cahier bleu, c'est la question de la signification, meaning en anglais. On sait que Frege a introduit une distinction très importante entre la signification et la référence. La signification d'un mot, c'est le concept que ce mot désigne, mais en tant que réalité intérieure. La signification du mot triangle, c'est d'être une figure plane à trois côtés dont la somme des trois angles équivaut à 180 degrés. Est égal à. En revanche, la référence, c'est les différents objets qu'on peut subsumer sous le terme que l'on prononce. Par exemple, la référence du concept de chat, c'est l'ensemble des chats ayant existé, qui existent et qui existeront. Et le philosophe comme le logicien se doivent, ajoutait Frege, de bien distinguer signification et référence. Wittgenstein a hérité, comme tous les grands philosophes du mouvement dit de philosophie analytique, de cette distinction frégéenne, et là, il pose la question non pas de la référence, mais de la signification. Qu'est-ce que c'est que le meaning ? Quel est le meaning, le sens donc d'un mot ? Et vous remarquerez qu'il essaie de répondre à la question en lui substituant une autre question, ou plus exactement en faisant précéder la réponse à cette question d'une première démarche, puisqu'il nous dit « Commençons d'abord par nous demander ce que peut être l'explication du sens d'un mot. À quoi peut-elle ressembler ? Quelle explication peut-on donner du sens d'un mot ? Eh bien, à cette question, il va répondre en décrivant un certain nombre de comportements. Qu'est-ce que c'est que le mot ? Que signifie le mot « champ » au sens d'un champ de blé, par exemple ? Eh bien, peut-être qu'une des meilleures façons de répondre à cette question, ce sera de décrire le comportement du laboureur dans son champ au moment des moissons. Et si l'exemple que je viens de prendre n'est pas dans le texte de Wittgenstein, vous avez remarqué, lorsque je vous ai lu tout à l'heure, qu'il pose une autre question. Comment mesure-t-on une longueur ? Eh bien, cette question nous aide à comprendre ce qu'est la longueur. Plutôt que de définir abstraitement la longueur en essayant de définir une essence de la longueur, sous laquelle serait subsumée toute longueur particulière, celle d'un bâton de craie, celle d'une table sur laquelle s'appuient les auditeurs qui écoutent Wittgenstein, etc. Plutôt donc que de rechercher des essences, il faut s'attacher à la description des activités que le mot éveille en nous lorsque nous l'entendons. Qu'est-ce que c'est qu'une longueur ? On peut répondre à la question en mesurant une longueur, par exemple avec un décimètre ou avec quelque outil de mesure que ce soit. Vous voyez ici la parenté de cette démarche avec un des aspects du behaviorisme que je notais tout à l'heure. Notons par ailleurs que ici Wittgenstein prend en même temps à contre-pied toute la démarche philosophique de la phénoménologie de Husserl, puisque toute la recherche philosophique de Husserl consiste au contraire à rechercher des essences, trouver à travers l'apparence l'essence même d'un phénomène ou d'une chose. Or, comme l'indique la parenthèse à la fin du texte que je vous ai lu, pour Wittgenstein, c'est une des erreurs majeures de la philosophie que de s'attacher à la recherche des essences. Chose que pourtant, aussi bien Socrate que Descartes, d'une manière différente, avaient tous les deux essayé de faire avant Husserl. Je vous répète ce que Wittgenstein écrit dans la parenthèse. Nous sommes en présence d'une des principales causes de la confusion philosophique. Essayer, derrière le substantif, c'est-à-dire par exemple le mot unité, ou le mot sens, ou le mot longueur, de trouver la substance, comme si justement le mot décalquait la chose ou dérivait d'une chose dont il essaierait de désigner les propriétés. La philosophie s'est égarée dans cette recherche des essences, et pour Wittgenstein, le rôle du philosophe, c'est justement de corriger la philosophie de ses erreurs. Il parle souvent de la philosophie comme thérapie, et la thérapie, ça consistera pour le philosophe à remplacer les fausses questions par les vraies, les fausses démarches par des démarches utiles.
Les fausses questions, c'est quelle est l'essence de telle réalité. Les vraies questions, c'est de décrire des comportements. Et la philosophie doit finalement répondre à des questions simples, c'est-à-dire des questions que tout le monde se pose dans la vie de tous les jours, à partir d'une analyse de l'activité des hommes. Et d'abord et avant tout, d'une analyse de l'activité fondamentale sans laquelle aucune des autres n'existerait, c'est-à-dire de l'activité langagière. Alors, il précise un peu plus loin d'ailleurs que expliquer le sens, si on s'interroge sur ce que ça peut bien signifier, cette expression expliquer le sens, eh bien, on entend par là soit des définitions verbales, soit des définitions par présentation. Et la distinction entre montrer, dans une définition par présentation, et dire, définition verbale, est une des distinctions fondamentales faites par Wittgenstein et déjà dans le Tractatus Logico-Philosophicus. Je peux prendre mon crayon dans la main, si je suis instituteur en début d'année, montrer le crayon aux élèves en disant « ceci est un crayon ». Ce faisant, je définis le crayon, mais je le définis non pas à partir de mots, mais à partir des gestes que j'ai faits devant mon auditoire. Ça, c'est une définition ostensive, comme dit aussi Wittgenstein ailleurs, ou une définition par présentation, comme il dit ici. On peut par ailleurs dire un crayon est constitué par une mine, un revêtement coloré lui-même, etc. Là, il s'agit d'une définition verbale. Il est clair que certains objets se prêteront mieux à une définition par présentation qu'à une définition verbale. Et dans le Tractatus, Wittgenstein avait insisté sur le fait qu'il y avait des choses dont on ne pouvait pas parler, dont on ne pouvait pas donner une définition verbale. Il faut donc les taire, disait-il, ces choses, mais ça ne veut pas dire ne plus s'y intéresser, mais on peut les montrer. Par exemple, une valeur morale, on ne peut pas la définir verbalement. On peut en revanche la montrer, c'est-à-dire l'incarner. Faire une discussion sur, mettons, la solidarité à laquelle on est tenu avec les autres hommes, ne signifie rien et n'a aucune valeur morale et ne nous apprend rien sur ce que c'est que la solidarité, pour Wittgenstein. En revanche, accomplir un geste de solidarité, ça, c'est montrer ce que c'est. Et vous voyez que c'est une distinction fort importante, et cette distinction explique pourquoi Wittgenstein n'avait pas aimé le livre de G. Moore, qui a pourtant été un des grands classiques de la philosophie anglaise du début du siècle, et qui s'intitule Principia Ethica, les principes de l'éthique, livre qui avait fait donc grand bruit dans la philosophie anglo-saxonne. Moore essayait de définir les termes, et par exemple, il s'interroge dans les Principia Ethica sur qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que la nature du bien, comment peut-on définir l'obligation morale. Or, pour Wittgenstein, encore une fois, toutes ces questions n'ont aucun sens, car les valeurs morales ne sont pas du domaine de l'être, mais du devoir-être, et l'être, on peut le montrer, on ne peut pas montrer le devoir-être, qui n'est pas, qui n'existe qu'à titre d'idéal, et qui existera lorsqu'on l'incarnera. En revanche, on peut le montrer en incarnant une valeur, précisément. Et religion, éthique et esthétique rentreront dans le cadre de ce qui se prête à des définitions par présentation, et non pas à des définitions verbales. Alors, vous voyez que ici, Wittgenstein se réfère à cette opposition qu'il avait proposée dans le Tractatus pour se demander qu'est-ce qu'on veut bien dire quand on dit expliquer le sens d'un mot. Wittgenstein, dans le début du Cahier bleu, semble bien préférer d'ailleurs la définition par présentation. Il est sans doute de meilleures méthodes pour expliquer ce que c'est qu'un crayon, ou ce que désigne le mot crayon, au niveau de la signification, pas au niveau de la référence, de prendre un crayon et de le montrer, plutôt que de donner une définition verbale à partir de mots abstraits. Alors, autre question que pose Wittgenstein, le livre de toute façon est une accumulation de questions à laquelle il s'efforce non pas de répondre, mais d'apporter des éléments de réponse. Et l'autre question qu'il pose, c'est le problème de savoir s'il est nécessaire que la définition par présentation soit comprise. Et il se demande qu'est-ce que c'est qu'interpréter une définition par présentation. On a ça en particulier à la page 27. Je vous lis un passage. Si la définition explique le sens d'un mot, page 26, il n'est pas indispensable que l'on ait pu auparavant entendre ce mot. C'est la définition par présentation qui doit nous donner le sens. Nous expliquerons ainsi le terme ourneau, O-U-R-N-E-A-U. C'est un mot évidemment inventé par le traducteur. Le
mot anglais utilisé par Wittgenstein, c'est tov, qui est un mot qui n'existe pas plus en anglais que de ourneau en français. Donc nous expliquerons ainsi le terme ourneau, en montant un crayon du doigt et en disant « voici ourneau ». Il met entre parenthèses, nous pourrions tout aussi bien dire « voici ce qu'on appelle ourneau ». Et je choisis ce type de vocable afin d'écarter une fois pour toutes l'idée que les termes de la définition par présentation puissent par avance nous dire quelque chose de l'objet désigné. Donc vous voyez, il prend un mot qu'il a forgé lui-même pour empêcher que l'on puisse penser qu'on connaît la signification de ce mot en dehors de la présentation, précisément parce qu'on l'utilise déjà dans le langage courant. On pourrait ainsi confondre l'expression « c'est rouge » désignant la couleur d'un objet et la définition par présentation « voici ce qu'on appelle rouge ». La définition « voici ourneau » est alors susceptible de multiples interprétations. Je donne quelques-unes de ces interprétations en utilisant des mots d'usage courant. On pourra penser que la définition signifie, je vous rappelle qu'il monte un crayon du doigt, hein. Ceci est un crayon, ceci est rond, ceci est en bois, ceci est l'unité, ceci est dur, etc. Donc vous voyez qu'une des difficultés devant lesquelles on se trouve lorsqu'on donne une définition par présentation, c'est celle de l'interprétation de celui à qui on s'adresse. En effet, si je vous montre un crayon, sans vous dire ce que je veux vous montrer, c'est cet objet par lequel j'écris, mais en vous disant c'est ourneau, ben vous pourrez vous dire ourneau, c'est le crayon, ou ourneau, c'est la rondeur, ou c'est la couleur, ou c'est l'unité, ou c'est la dureté, et on pourrait donner encore d'autres exemples. Donc la question de l'interprétation se pose, et c'est une des difficultés de la définition par présentation. Il ajoute d'ailleurs, on objectera que ces interprétations supposent qu'il existe un langage correspondant au terme employé, et l'objection est valable si interpréter signifie seulement transposer dans une forme verbale. Page 27.